Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur le livre Qu'est-ce que la vie d'Erwin Schrödinger, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives. Erwin Schrödinger est un scientifique autrichien né en 1887. C'est un spécialiste de physique quantique reconnu. Il a travaillé avec Max Planck et correspondait avec Albert Einstein et a obtenu le prix Nobel de physique en 1933. Son nom est associé à l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Opposé au nazisme, il subira, à la suite de l'annexion de l'Autriche, des pressions administratives qui l'inciteront à partir. C'est au cours de son exil en Grande-Bretagne qu'il rédige le petit essai « Qu'est-ce que la vie ?» Ce texte est un modèle d'inférence scientifique. Schrödinger y mobilise une culture générale portant sur de multiples phénomènes déjà bien documentés, et il les met en relation pour spéculer une théorie permettant d'expliquer des situations qui semblaient paradoxales à son époque. Cette théorie inspirera James Watson, qui publiera en 1953, soit presque 10 ans après l'essai de Schrödinger, un article révélant la structure en double hélice de l'ADN. En l'état des connaissances de son époque, il existe un paradoxe sur le fonctionnement des gènes que je vais résumer en 2 diapositives. Tout d'abord, Schrödinger nous décrit le mécanisme d'agitation thermique de la façon suivante. Nous savons que tous les atomes sont soumis indéfiniment à une agitation thermique tout à fait désordonnée qui s'oppose à leur comportement ordonné et ne permet pas aux événements se produisant parmi un petit nombre d'atomes de suivre des lois reconnaissables. Ce n'est que par la coopération d'un grand nombre d'atomes que les lois statistiques commencent à opérer et à diriger le comportement de ces assemblées avec une exactitude d'autant plus grande que le nombre d'atomes impliqués est plus élevé. Il donne ensuite un exemple concret illustrant la définition qu'il vient de donner. En introduisant dans la partie inférieure d'un vase clos en verre un brouillard composé de gouttes minuscules, on constate que la surface libre au sommet du brouillard s'affaisse progressivement avec une vitesse bien définie, dépendant de la viscosité de l'air ainsi que de la grosseur et de la gravité spécifique des gouttelettes. Mais si l'on suit sous le microscope l'une de ces gouttelettes, on constate qu'elle ne tombe pas indéfiniment avec une vitesse constante, mais qu'elle accomplit un mouvement très irrégulier, appelé mouvement brownien, qui ne correspond à un affaissement régulier qu'en moyenne. Le phénomène de mouvement brownien peut être modélisé par un processus de Wiener, nom donné en hommage au mathématicien Norbert Wiener dont nous reparlerons dans le cadre d'une série de vidéos sur la cybernétique. Dans cet exemple, la gouttelette du brouillard est microscopique, tandis que le brouillard est visible à l'œil nu. Il correspond donc à l'échelle macroscopique. Son mouvement est celui de la moyenne des mouvements des gouttelettes qui le composent. C'est en faisant cette moyenne que le mouvement perd son caractère erratique et devient identifiable à un mouvement simple et régulier. Par ailleurs, la génétique de l'époque est très en retard par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Voyons comment Schrödinger la résume. Le biologiste parle d'un modèle à 4 dimensions pour un organisme, entendant par là non seulement la structure et le fonctionnement de l'organisme adulte, ou à tout autre moment de son évolution, mais encore l'ensemble de son développement ontogénétique depuis l'ovule fécondé jusqu'au stade de maturité. Or, il est établi que ce modèle intégral à 4 dimensions est fixé par la structure de cette seule cellule, l'ovule fécondé, et plus particulièrement de son noyau. La notion de gène a été élaborée en observant des mutations se transmettre de génération en génération. Les chromosomes ont été observés au microscope et on a établi un lien entre gènes et chromosomes. Mais la nature exacte de ce lien, ainsi que la nature des chromosomes eux-mêmes, reste obscure. Un premier lien est fait avec l'agitation thermique décrite précédemment. Ce que nous appelons pensée est en soi une chose ordonnée et ne peut être appliquée qu'à des objets, perceptions ou expériences qui possèdent un certain degré de régularité. Il résulte de là 2 conséquences. Premièrement, pour qu'une organisation physique soit en rapport étroit avec la pensée, il faut qu'elle soit parfaitement ordonnée. Ceci implique que les événements qui se produisent au-dedans d'elle obéissent à des lois physiques strictes, et cela avec un degré très élevé d'exactitude. Comme les gènes sont héréditaires, le support sur lequel ils se trouvent stockés doit avoir une grande stabilité. Or, l'agitation thermique empêche la stabilité de toute matière microscopique. Il faudrait donc que le support des gènes soit volumineux. Or, il a été établi que ce support était limité au seul chromosome présent dans le noyau de l'ovule fécondé. Il y a donc là un paradoxe. Pour répondre au paradoxe qu'il vient d'énoncer,
Le point crucial de la réflexion de Schrödinger est la comparaison du phénomène biologique de mutation avec le phénomène physique de saut quantique. Voici comment il introduit le parallèle entre ces deux phénomènes. Les petites variations continues ne sont pas héréditaires. Elles ne sont pas basées sur la structure de la substance héréditaire, mais elles sont accidentelles. A contrario, on peut trouver, même parmi les descendants de souches absolument pures, un très petit nombre d'individus, mettons 2 ou 3 pour 10 000, qui affichent des changements peu accentués mais brusques. Le terme brusque signifie non pas que le changement soit très considérable, mais qu'il présente une discontinuité, en ce sens qu'il n'y a pas de formes intermédiaires entre les individus inchangés et les quelques-uns qui ont changé. De Vries appelle ce phénomène une mutation. Le fait significatif en est la discontinuité. Ceci rappelle à un physicien la théorie des quanta, pas d'énergie intermédiaire entre deux niveaux voisins d'énergie. Il serait tenté d'appeler la théorie de De Vries la théorie quantique de la biologie. On a déjà mentionné que le modèle à 4 dimensions, qu'on appellerait aujourd'hui code génétique, est contenu dans un noyau de cellules de faible dimension. Il faut donc envisager un moyen autre que le grand nombre de molécules pour expliquer la stabilité du code génétique. C'est en cherchant ce moyen alternatif que Schrödinger envisage une structure cristalline. On peut considérer une molécule comme un solide ou un cristal. La raison en est que les atomes formant une molécule, qu'il y en ait peu ou beaucoup, sont unis par des forces ayant exactement la même nature que celles unissant les nombreux atomes qui constituent un vrai solide. La molécule possède la même solidité de structure qu'un cristal. Cette idée d'une gigantesque molécule, que Schrödinger qualifie de cristal apériodique, permet de répondre au paradoxe de la façon suivante. Une association bien ordonnée d'atomes, douée d'une résistivité suffisante pour maintenir cet ordre indéfiniment, est précisément la seule structure matérielle imaginable offrant une variété d'arrangements isomériques suffisant pour incorporer un système complexe de détermination sous un petit volume limite. Cependant, et comme en témoigne la citation suivante, Schrödinger a conscience de ne pas apporter de démonstration en bonne et due forme. Avec l'image moléculaire du gène, il n'est plus inconcevable que le code en miniature puisse se trouver en correspondance exacte avec un plan de développement très complexe et très élaboré et contenir en même temps les moyens de le mettre à exécution. Il a néanmoins apporté une solution théoriquement valable à une situation qui semblait jusque-là paradoxale. En rappelant la définition de l'entropie, Schrödinger se permet de généraliser sa théorie et de lui donner un sens plus profond. Voyons d'abord comment il définit l'entropie. Le rapport de l'entropie avec le concept statistique d'ordre et de désordre nous a été révélé par Boltzmann et Gibbs en physique statistique. Ce rapport s'exprime par la relation entropie égale k fois logarithme de d, où k est la constante de Boltzmann et d une mesure quantitative du désordre atomique. Ce désordre est dû en partie à l'agitation thermique et en partie à ce que différentes espèces d'atomes ou de molécules sont mélangées au hasard, au lieu d'être nettement séparées, comme par exemple des molécules de sucre diluées dans de l'eau. La dispersion progressive du sucre dans l'eau augmente le désordre. De même, tout apport de chaleur augmente la confusion de l'agitation thermique. Un système isolé ou placé dans un environnement uniforme augmente son entropie et s'approche plus ou moins rapidement de l'état inerte d'entropie maxima. Nous nous rendons compte maintenant que cette loi fondamentale de la physique exprime simplement la tendance naturelle des choses à se rapprocher de l'état de chaos à moins que nous n'y mettions obstacle. Cette conclusion rappelle le texte d'Hésiode où la vie émergée du chaos est menacée d'y retourner sans l'action ordonnée de l'homme. Si l'on considère la société comme un organisme vivant, alors les institutions politiques jouent le rôle de l'ADN. C'est ce qu'affirme Schrödinger dans la citation suivante. Chaque cellule contient tout juste un seul groupe d'atomes chromosomiques. Sachant quelle puissance ces minuscules bureaux centraux exercent dans les cellules isolées, ne font-elles pas penser à des sièges de gouvernement local, répartis au travers du corps et communiquant aisément l'un avec l'autre grâce au code qui leur est commun à tous? Qu'un petit groupe d'atomes supérieurement organisé puisse se comporter de cette manière, cette situation n'est rencontrée que dans la matière vivante. Sous ce point de vue, ce sont les lois et leurs procédures d'application qui définissent une société humaine, et la préservation de ces lois
constitue une condition sine qua non de la survie de cette société. Autre citation. Pour réconcilier la grande durabilité de la substance héréditaire avec sa taille minuscule, nous avons dû éliminer la tendance naturelle des choses de s'en aller vers le désordre, en imaginant une molécule exceptionnellement grosse, qui doit nécessairement être un chef-d'œuvre d'un ordre très complexe et très élevé. Elle semble avoir un comportement ordonné et réglementé de la matière, comportement qui n'est pas basé exclusivement sur sa tendance de passer de l'ordre au désordre, mais basé en partie sur un ordre existant qui se maintient. Pour maintenir cet ordre existant, caractéristique de la vie, il est nécessaire de disposer de mécanismes de stabilisation capables de contrecarrer la tendance naturelle au désordre. Ces mécanismes de stabilisation de paramètres vitaux sont appelés homéostasie. Ils sont un cas particulier de la boucle de rétroaction négative, caractéristique de la cybernétique. Schrödinger s'interroge aussi sur la fréquence des mutations, dont il a rappelé qu'elles sont extrêmement rares. Des mutations fréquentes sont nuisibles à l'évolution. Des individus qui, par mutation, acquièrent une configuration de gènes d'une stabilité insuffisante n'auront que peu de chances de voir leur descendance ultra-radicale, à mutation fréquente, survivre longtemps. Les espèces en seront affranchies et pourront, par sélection naturelle, s'assurer des gènes stables. Si l'on poursuit l'analogie faite précédemment avec la société humaine, de trop grands changements culturels dans cette société peuvent amener à sa dislocation et donc sa mort. Schrödinger propose ensuite une autre analogie du même type, centrée cette fois sur les méthodes de production en usine. Si elles étaient assez fréquentes pour qu'il y ait une probabilité élevée de voir une douzaine de mutations différentes se produire chez le même individu, les mutations nuisibles prédomineraient sur les avantageuses, de sorte que l'espèce, au lieu d'être améliorée par sélection, resterait inchangée ou périrait. Le conservatisme relatif qui résulte du haut degré de permanence des gènes est essentiel. On pourrait trouver une analogie dans le travail en usine. Pour développer des méthodes meilleures, il faut risquer des innovations, alors même qu'elles ne sont pas encore contrôlées. Mais afin de s'assurer si ces innovations améliorent ou amoindrissent le rendement, il est essentiel de ne les introduire qu'une seule à la fois, alors que toutes les autres méthodes de fabrication seront maintenues invariables. L'auteur va poursuivre sa réflexion sur la sélection naturelle, et dans un contexte historique particulièrement guerrier, il s'interroge de la façon suivante. De nos jours, nous n'envisageons plus d'éliminer les déchets à la manière brutale adoptée autrefois par les Lacédémoniens au mont Taïgét. Nous devons donc sérieusement nous préoccuper de cette question dans le cas de l'homme, pour lequel la sélection naturelle des mieux doués est considérablement entravée, ou plutôt inversée. L'effet antisélectif des massacres en masse de la jeunesse saine de toutes les nations est difficilement contrebalancé par la considération qu'au temps où les conditions étaient plus primitives, la guerre a pu avoir une valeur positive de sélection en laissant subsister seulement la tribu la plus résistante. On aura l'occasion de pousser la réflexion sur l'impact des guerres sur la sélection naturelle humaine dans une fiche de lecture sur la domestication de l'être de Peter Sloterdijk. Je conclurai cette vidéo en 3 points. D'abord, je recommande cet ouvrage à tous les lycéens qui s'intéressent aux matières scientifiques. D'abord parce qu'il couvre un large spectre de sujets, l'hérédité des gènes, le mécanisme de mutation sur les chromosomes, la thermodynamique, la physique quantique, etc. Mais aussi parce qu'il constitue un exemple particulièrement clair et réussi d'induction, lequel est un raisonnement logique non trivial et pourtant fondamental. Ensuite, il est amusant de constater qu'environ 2500 ans après Hésiode, un scientifique faisait la démonstration de la pertinence de ce qu'un poète comme Hésiode pouvait écrire au sujet du lien entre vie et chaos. Il décrivait déjà la vie comme sortant du chaos et menaçait d'y retourner. Pour éviter cela, il recommandait aux hommes le travail parce qu'il est nécessaire à la vie collective. C'était pour lui une recommandation morale, nécessaire à la préservation d'un ordre social collectivement profitable. Enfin, je prends note du lien que fait l'auteur entre la quantité d'informations contenues dans le gène et l'entropie qui doit être maintenue à un niveau faible pour préserver l'information. Ces deux concepts, ainsi que leurs relations, seront encore développés dans une prochaine vidéo sur la théorie de l'information de Claude Shannon et Warren Weaver. Merci et à une prochaine vidéo.